Comment votre banquier analyse votre dossier de crédit? Vous vous posez peut-être la question, vous ne savez pas quel document il va le regarder, vous ne savez pas comment il va analyser vos documents. On va regarder tout ça ensemble dans cette vidéo. On va faire une étude de cas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va regarder comment votre dossier bancaire est analysé par votre banquier. Quels sont les petits détails qui pourraient vous trahir? Quels sont les petits détails qui vont faire que vous allez obtenir votre financement? C'est ce qu'on va voir dès maintenant. C'est parti. Lorsque le banquier analyse votre dossier, déjà pour l'analyser, il va vous demander une série de documents. Donc ces documents, on va les voir ensemble. Votre banquier regarde différents documents. Qu'est-ce qu'il va regarder? Déjà votre état civil. Dans votre état civil, que va vous demander votre banquier? Votre pièce d'identité, un justificatif de domicile, le numéro de téléphone et mail de chaque emprunteur, la situation familiale, donc si vous êtes marié, si vous êtes célibataire, si vous êtes pacsé. Donc pour ça, il aura besoin d'un livret de famille, de votre contrat de mariage ou de Pacs si vous êtes pacsé, du jugement de divorce si vous êtes divorcé. Donc je vous mets la liste à l'écran des documents qu'il faudra fournir. Si vous avez une société, on vous demandera aussi l'extrait de CABIS de moins de 3 mois, ainsi que les statuts de la société. Concernant maintenant le projet que vous allez avoir, la banque va vous demander votre compromis de vente. Vous pouvez fournir 1 ou 2 photos du bien, même un petit peu plus, c'est conseillé. Ça ne sert à rien d'en mettre 50. Votre banquier, il n'est pas investisseur, il n'est pas là pour acheter votre bien. Mais juste voir au moins ce qu'il finance, c'est intéressant. L'estimation des travaux, si vous n'avez pas de compromis, précisez si vous souhaitez acheter prochainement ou si vous avez déjà eu un accord du vendeur. C'est super important. C'est ça qui va permettre aussi à la banque de pouvoir commencer à avancer sur le dossier. Sinon, malheureusement, vous ne pourrez pas avancer. Concernant les revenus, partie revenus maintenant. On va vous demander les 3 dernières fiches de paye plus celle de décembre de la dernière année. Pourquoi? Je m'explique. Si jamais vous sollicitez un crédit au mois de mars, par exemple, vous n'avez pas encore votre dernier avis d'imposition. Donc, ce que va faire la banque, c'est vous demander votre bulletin de salaire de décembre de 2024, par exemple, pour avoir le cumul imposable, pour avoir le montant que vous allez déclarer aux impôts. Donc, en plus des fiches de paye de mars, février et janvier, on vous demandera celle de décembre pour avoir le cumul imposable de l'année précédente. Les 3 derniers bilans des sociétés, si vous avez une société, si vous êtes entrepreneur, donc ou en entreprise individuelle, les 3 derniers bilans de vos SC, donc les 2072, c'est ce que va vous demander la banque. Souvent, elle vous en demandera que 2, mais donnez les 3 derniers. Ça peut permettre aussi de voir, de faire une moyenne. Peut-être que vous avez eu des meilleurs résultats il y a 3 ans que maintenant, donc c'est toujours intéressant d'avoir les 3 derniers bilans. Les 2 dernières déclarations de 2044, donc ça concerne vos revenus fonciers. C'est pareil, la banque va prendre en considération vos revenus fonciers, donc les loyers que vous encaissez, comme dit dans une précédente vidéo, n'oubliez pas que la banque, elle, va pondérer les loyers que vous encaissez. C'est-à-dire que sur les loyers que vous encaissez, elle ne retiendra pas la totalité des loyers, mais entre 70 et 90% des loyers. Donc faites bien attention à ça. Justificatif des pensions perçues, prestations sociales comme la CAF, les pensions alimentaires, pensions d'invalidité, vous pouvez tout fournir à la banque. Les banques ne prennent pas tous les justificatifs, mais certains, ça peut être pris en compte dans le calcul de votre taux d'endettement et du coup, ça peut permettre d'améliorer vos revenus. Donc, n'hésitez pas à les fournir. Pour tous ceux qui ont des pensions d'invalidité, qui ont des choses qui sont sur des durées très longues et qui sont même limite à vie des fois, et ça, il faudra impérativement le fournir. Pourquoi? Parce que ça, c'est des revenus que la banque va prendre en compte. Par contre, tout ce qui est lié aux enfants, par exemple, et qui est là de façon temporaire, par exemple, jusqu'aux 3 ans des enfants ou jusqu'aux 18 ans des enfants, toutes les banques ne vont pas les prendre en considération, mais fournissez-les quand même. Ça ne coûte rien de les donner. Peut-être que certaines banques les prendront en compte et ça vous permettra d'avoir un taux d'endettement en dessous des 35%. Donc, n'hésitez pas à les fournir, ça augmentera toujours vos revenus. Fiscalité, donc comme je vous le disais, on vous demandera les 2 derniers avis d'impôt. Et là, on va rentrer en détail parce qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de vérifier les avis d'imposition. Donc, n'allez pas faire n'importe quoi. Encore une fois, le but, c'est de travailler en partenariat avec votre banquier. Donc, n'allez pas falsifier des documents, n'allez pas mentir à votre banquier. Le but, encore une fois, c'est d'avoir une vision longue. Donc, avoir une vision globale de vos projets, voir toujours sur la durée et pas voir court terme
ne pas faire du one shot, allez pas mentir. Encore une fois, si vous mentez au banquier, vous faussez l'analyse risque. Si vous faussez l'analyse risque, le banquier peut vous demander la déchéance du prêt. Alors, c'est quoi la déchéance du prêt? La déchéance du prêt, c'est le fait de devoir rembourser l'intégralité du crédit. Donc, surtout, faites très attention à ce que vous faites, c'est ultra important. Donc, deux derniers avis d'impôt, dernière taxe foncière de tous les biens détenus en nom propre et en SCI. Pourquoi je vous dis ça? Et là, je vous vois petit malin derrière votre écran. Certains investisseurs vendent leurs biens et à partir du moment où ils ont un organisme de cautionnement comme garantie, c'est-à-dire comme le crédit logement, comme la SACEF, eh ben, ils vont ne pas rembourser leur crédit quand ils vendent leurs biens. Donc, ils vont vendre leurs biens, ils ne remboursent pas leur crédit, ils gardent les fonds. Mais ça, c'est très limite. Pourquoi? Parce que quand vous allez solliciter un nouvel investissement, on va voir que vous avez toujours une mensualité de crédit, on va vous demander le tableau d'amortissement, l'offre de prêt liée à ce bien, on va vous demander l'attestation de propriété. Jusque-là, pas de problème puisque vous allez pouvoir le fournir. En revanche, comme vous avez vendu le bien, vous ne pourrez plus fournir de taxes foncières. Donc, la banque va s'apercevoir qu'il manque un truc. Et du coup, on va s'apercevoir que vous avez vendu le bien. Ça veut dire que vous allez avoir un crédit sans revenu en face, ça va impacter fortement votre dossier et c'est pas des choses que la banque affectionne beaucoup parce que ça veut dire qu'au niveau de la gestion, c'est très moyen. Donc faites attention à ça, il y a toujours une vision sur du long terme. Les gens qui font ça en général, c'est vision très court terme. Donc, déclaration IFI pour ceux qui sont concernés, bien entendu. Donc, l'IFI, c'est l'impôt sur la fortune immobilière. C'est-à-dire que si vous devez déclarer l'IFI, bah, il va falloir fournir les justificatifs. Vous allez me dire, ah oui, Christophe, ça s'adresse aux gens qui gagnent très bien leur vie ou alors qui sont concernés, on n'est pas spécialement concerné ou on ne veut pas le déclarer. Et bah, sachez une chose, c'est que payer des impôts, c'est bien. Et oui, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais ça veut dire que si vous payez des impôts, notamment l'impôt sur la fortune immobilière, vous gagnez très bien votre vie ou vous avez un patrimoine qui est conséquent. Donc, si vous avez un patrimoine qui est conséquent, la banque a besoin de le savoir et c'est bien de le mettre en avant. Donc, pour l'impôt sur la fortune immobilière, vous êtes imposé à partir de 1 300 000 euros de patrimoine net. Donc, patrimoine net, c'est-à-dire la valeur de vos biens moins les encours de prêt et vous payez à partir des 800 000 euros de patrimoine. C'est-à-dire que l'imposition sera à partir des 800 000 euros. Après, au niveau des charges, qu'est-ce que vous allez fournir comme justificatif? Donc, vous allez fournir l'offre de prêt immobilier, le tableau d'amortissement. Donc, pour tous vos prêts immobiliers, vous devrez fournir votre offre de prêt et le tableau d'amortissement. Souvent, la banque va regarder principalement le tableau d'amortissement. Pourquoi? Pour voir quand est-ce qu'a commencé votre crédit, pour voir quelles sont les mensualités que vous payez avec le détail, donc capital remboursé à la banque, intérêt et assurance, et le montant du capital restant dû. C'est ça que la banque va regarder principalement. L'offre de prêt consommation aussi avec le tableau d'amortissement, ultra important. L'offre de prêt professionnel et de tableau d'amortissement si vous avez des prêts pro. Les derniers relevés de crédit revolving avec le capital restant dû ou le dernier relevé des paiements en plusieurs fois pour voir l'échéancier qui est mis en place. La dernière quittance de loyer payé, puisque oui, si vous êtes locataire, que vous souhaitez conserver le bien dans lequel vous êtes locataire, c'est-à-dire rester locataire, vous allez devoir fournir la quittance pour justifier du loyer que vous versez. En revanche, l'avantage, c'est que si vous achetez une résidence principale, cette charge ne sera pas prise en compte, bien sûr, puisque vous achetez votre résidence principale. Donc, vous allez quitter le logement dans lequel vous êtes locataire pour habiter dans le logement que vous achetez. Donc, la charge ne sera pas prise en compte, mais on vous demandera quand même probablement le justificatif. Au niveau de votre patrimoine, donc cette liste, vous pourrez la retrouver à l'écran et on va la mettre juste en dessous. Pour chaque bien que vous détenez, il faudra une attestation d'achat avec le prix. Donc, une attestation de propriété avec le prix. Le notaire vous le fournit dès que vous signez l'acte authentique. Donc, dès que vous passez chez le notaire, que vous signez l'acquisition du bien, on vous donne les clés et on vous donne aussi l'attestation d'achat avec et sans le prix. Donc, avec le prix, la banque en aura besoin. Pareil, vous pouvez donner encore une ou deux photos. La surface habitable et la valorisation actuelle. N'hésitez pas à faire valoriser vos biens, à mettre en avant votre patrimoine net. C'est ultra important pour la banque. Donc, n'hésitez pas à faire passer des agents IMO qui vous fassent des estimations des biens que vous avez déjà, que vous détenez. Ça permettra de valoriser votre patrimoine par rapport au capital restant dû, au crédit que vous avez. Donc ça, il faut impérativement le faire. C'est aussi un point, un avantage que vous allez pouvoir mettre dans votre dossier. Au niveau des banques, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il va falloir les 3 derniers relevés de compte. C'est pour ça que
Souvent, on vous dit il faut avoir des comptes sexy sur tous les 3 derniers mois. Pourquoi? Parce que la banque, quand elle va vous faire un crédit, elle va vous demander vos 3 derniers relevés de compte. Elle va regarder vos 3 derniers relevés de compte de chaque banque. C'est-à-dire que si vous avez un compte au CIC, un compte au Crédit Agricole, un compte à la Caisse d'épargne, un compte à Boursorama, vous devrez fournir les 3 derniers relevés de compte de ces 4 banques. Donc faites très attention aux opérations que vous faites, évitez tout ce qui est opération de crypto-monnaie, évitez tout ce qui est jeu d'argent, évitez, mais ça c'est impératif, évitez les saisies sur vos comptes. Il ne doit pas avoir de choses en fait rédhibitoires pour la banque. Donc faites très attention à vos relevés, c'est ultra important de montrer que vous êtes un bon gestionnaire. Il faut que vous arriviez à gérer vos comptes, que vos comptes soient parfaits pour votre rendez-vous à la banque. C'est obligatoire si vous voulez vous lancer dans l'investissement immobilier. Dernier relevé ou synthèse de votre épargne, donc livret, assurance vie, plan d'épargne entreprise, plan épargne retraite, PEA, compte titre, tout ça, vous devez fournir le dernier relevé. Des fois, quand il n'y a pas de transaction, quand il n'y a pas de mouvement sur vos comptes, notamment sur les livrets, la banque ne vous envoie pas le justificatif tous les mois. Donc, vous pourrez faire une capture d'écran. Sur la capture d'écran, prenez soin de montrer votre nom, votre prénom pour qu'on voit que c'est bien votre relevé. Parce que si vous faites une capture d'écran et qu'il y a juste un chiffre, eh ben, vous avez pu le prendre sur Internet ou n'importe où. Donc, prenez le soin sur la capture d'écran qu'il y ait votre nom et votre prénom pour qu'on puisse voir que l'épargne vous appartient. Donc, nous avons fait le tour des documents à fournir. On va maintenant rentrer un peu plus dans le détail et analyser les documents qu'on pourrait vous demander, ou en tout cas les documents principaux. Donc c'est parti. On va regarder déjà l'attestation de propriété. Donc sur l'attestation de propriété, je vous montre une attestation de propriété ici qui est la mienne. Donc sur l'attestation de propriété, que va regarder la banque? La date d'acquisition. Donc là en l'occurrence on voit 27 septembre 2008. On voit le nom et le prénom des personnes qui vendent. On voit à qui le profit. Donc là en l'occurrence vous voyez Christophe Allais, donc à moi. On voit que j'étais célibataire à l'époque, j'étais pas encore pacsé, et on voit ce que j'achète. Donc on voit que j'achète en pleine propriété, on voit que j'achète un bien, donc vous voyez là en l'occurrence c'était à Maison Alfort, et on voit la désignation au 2e étage sur l'avenue et le jardin, 3e porte à droite dans le dégagement, un studio comprenant, donc on met ce que ça comprend. Vous avez donc là, en l'occurrence, le détail, le descriptif. Vous avez la date, encore une fois, vous avez où ça a été fait. Et sur l'attestation avec le prix, donc là, en l'occurrence, c'est l'attestation sans le prix, mais sur l'attestation avec le prix, vous avez le prix d'acquisition qui est mentionné ici en bas. Donc normalement, vous avez le prix d'acquisition qui est mentionné. Donc ça, c'est important de pouvoir le justifier. Donc ça, vous voyez, vous l'aurez toujours. Si vous vendez le bien, c'est bien la taxe foncière qui vous manquera et que vous n'aurez plus. Maintenant, le bulletin de salaire. Que va regarder la banque sur le bulletin de salaire? La banque, quand il y a un bulletin de salaire, ce qu'elle regarde, c'est depuis combien de temps vous êtes dans la société. Donc, ce qu'elle va regarder, c'est l'historique, depuis combien de temps vous êtes rentré, quel est le niveau que vous avez. Donc là, on voit un niveau 5 technicien sur la fiche de paye qu'on a pris. Elle va regarder votre salaire mensuel. Donc, c'est aussi quelque chose qu'elle va analyser. Elle va regarder le net payé avant impôt. Et ce qu'elle va regarder aussi, c'est le net imposable déclaré. Donc, vous voyez, ça, c'est le montant qui est en jaune, qui est déclaré pour toute l'année. C'est ça que la banque va regarder, notamment sur les bulletins de salaire de décembre. Donc, quand vous devez fournir un bulletin de salaire de décembre, la banque, ce qu'elle regarde, c'est le net imposable à déclarer. Comme ça, elle a le cumul de toute l'année, elle sait ce que vous avez gagné sur l'année complète. Et ça va remplacer un peu votre avis d'imposition. Elle n'aura pas toutes les informations, certes, mais en tout cas, elle aura le montant qui va être déclaré pour 2024. Donc ça, j'espère que c'est clair pour vous. Sur la fiche de paye, qu'est-ce qu'on retrouve aussi? On peut retrouver l'épargne retraite que vous avez sur certaines sociétés. On va retrouver aussi les heures supplémentaires que vous avez fait.
On va retrouver le variable que vous pouvez avoir. Donc, par exemple, si vous êtes commissionné en fonction des ventes que vous réalisez, c'est un exemple que je vous donne, peu importe les variables que vous allez avoir, mais admettons que c'est ça. La banque, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire la moyenne des 3 dernières années des commissions que vous avez encaissées. Une fois qu'elle aura cette moyenne, soit elle va prendre l'entièreté du résultat, soit elle va le pondérer en fonction de la commission. Peut-être que c'est une commission, un variable qui peut bouger énormément chaque année, donc elle va le pondérer. Elle pondérera en général entre 50 et 90% du montant que vous avez. Si vous touchez 100 000 euros de prime à la fin de l'année, ce que je vous souhaite, en tout cas de variable, la banque retiendra entre 50 et 90 000 euros et pas les 100 000 euros. Donc ça, c'était sur le bulletin de salaire. Maintenant, la banque, quel document va regarder? Elle va regarder votre offre de prêt et ce qui vous reste. Ce qui est intéressant de savoir quand vous allez fournir le justificatif du capital restant dû, c'est de voir justement sur cette ligne-là, normalement c'est le capital restant dû, ça va être de voir la date à laquelle vous avez souscrit le prêt, la date à laquelle vous allez rembourser la prochaine mensualité, le taux, et ça, c'est des éléments dont elle va avoir besoin. En fait, la banque, elle analyse la date à laquelle vous avez acheté, le capital restant dû, la mensualité payée. Elle va regarder la date à laquelle se finit le crédit. Et ce qu'elle va regarder aussi, c'est la valeur de votre bien. En face de tout ça, elle mettra les revenus locatifs si vous en avez. C'est ça qu'elle regardera principalement sur votre crédit. Maintenant, quand vous avez un prêt conso, la banque, elle, va analyser la même chose. Donc, elle va analyser le nombre de mensualités. Là, en l'occurrence, vous voyez 120. Elle va analyser le taux. Elle va analyser le montant de la mensualité. Donc là, en l'occurrence, sur le montant, on est à 800 et quelques euros. Donc, c'est caché ici, mais vous êtes à 800 et quelques euros. Donc ça, c'est les informations dont va avoir besoin la banque. C'est un peu les mêmes informations du coup que ce que vous retrouvez sur l'offre de prêt pour un crédit immobilier. Donc cet écran-là, j'arrête. Donc vous l'aurez compris, la banque analyse plusieurs documents. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la banque peut vérifier les avis d'imposition par exemple. Donc sur vos avis d'imposition, vous verrez aujourd'hui que la banque peut aller, je vais vous montrer l'applicatif. La banque, elle, ce qu'elle peut vérifier, c'est si votre avis d'imposition est correct. Avec 7 applicatifs. Cet applicatif, c'est 2D Doc, D-O-C, Reader, R-E-A-D-E-R. Désolé pour l'accent américain. Donc, avec cet applicatif, la banque, avec le numéro fiscal, elle va pouvoir vérifier. Et d'ailleurs, vous aussi, vous allez pouvoir vérifier quand vous avez des locataires notamment. Vous allez pouvoir vérifier que c'est un vrai avis d'imposition en revérifiant les documents et notamment le revenu fiscal de référence ainsi que le nombre de parts fiscales dans le foyer. Donc ça, c'est des éléments que vous allez pouvoir vérifier grâce à cet applicatif. Et c'est aussi quelque chose qui est utilisé régulièrement donc, par la banque pour voir la véracité des documents que vous fournissez. Donc, vous l'avez compris, différents documents sont analysés. Vous devrez fournir plusieurs documents. Maintenant, vous allez me dire, OK, Christophe, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il se passe une fois qu'on a fourni ces documents? Eh bien, le but de la banque, ça va être de vérifier si elle est en mesure de vous accompagner en fonction du risque qui est pris, en fonction de votre dossier, des revenus et des charges que vous avez, elle va se dire, OK, on l'accompagne ou on ne l'accompagne pas. Donc là, en l'occurrence, pour calculer votre taux d'endettement, la banque va prendre vos revenus et vos charges. Donc là, sur l'exemple qu'on donnait tout à l'heure, si vous avez une charge de crédit, admettons, de 1 000 euros, donc vous avez 1 000 euros de charge et vous avez un revenu de 3 000, comment va calculer votre taux d'endettement? Comment votre taux d'endettement va être calculé? On va tout simplement faire charge divisée par revenu. Donc là, en l'occurrence, quand vous faites 1000 divisé par 3000 fois 100, vous voyez que vous êtes à 33% d'endettement. Tout va bien, vous êtes en dessous des 35, donc c'est inférieur à 35%. On est good, on est bon. Donc là, vous voyez que tout est impeccable. Donc quand c'est comme ça, ça va. Maintenant, admettons que sur les charges de crédit que vous aviez, donc si on prend le taux d'endettement encore une fois, vous avez un taux d'endettement par exemple comme là avec une charge de crédit de 1 000 euros, vous avez
un autre locatif de 500 €, vous avez encore un autre locatif de 500 €, donc on va tout noter. Vous avez votre charge de crédit pour la résidence principale, 1000 €. Vous avez un locatif avec une charge de crédit de 500 €. Vous avez un autre locatif avec une charge de crédit de 500 €. Donc ça, c'est les charges. Vous avez en revenu 3000 € de salaire. Sur le premier locatif, vous avez 1000 € de loyer encaissé. Sur le deuxième locatif, on va faire simple, vous avez aussi 1000 € de loyer encaissé. Donc ça, c'est les revenus. La banque, comment elle va calculer? Sachez que déjà que vos loyers seront pris en considération à hauteur de entre 70 et 90%. Pour l'exemple, on va prendre 70%, on va prendre un calcul défavorable. Donc la banque ne retiendra pas 1000 € de loyer encaissé, mais elle retiendra 700. Donc 700 et 700. Maintenant, pour calculer votre taux d'endettement, comment celui-ci va être calculé? Donc comme je vous ai dit, charge par crédit. Donc, elle va prendre l'intégralité de vos charges, donc 1000 € pour l'ARP, 500 € pour le premier locatif de crédit, 500 € pour le deuxième locatif. Donc, nous sommes à 2000 € de charge de crédit que vous allez diviser par vos revenus. Donc, vos revenus, on a dit 3000, on a dit 700 parce qu'elle retient que le loyer pondéré et pas la totalité du loyer. Donc, nous sommes à 4400 € de revenus. Et là, vous allez voir qu'il y a un problème, puisque 2000 divisé par 4400, nous arrivons à 45% d'endettement. Et là, vous vous dites, mince, je ne peux plus acheter. Sachez que j'ai fait plusieurs vidéos que vous pourrez retrouver sur cette chaîne qui détaillent comment faire pour avoir son crédit, pour obtenir son crédit quand on est à plus de 35% d'endettement. Là, je vais juste vous préciser que pas d'inquiétude, les banques ont la possibilité de déroger pour 20% de leur dossier. C'est-à-dire que pour 20% de leur dossier, elles pourront aller au-delà des 45% d'endettement. Donc du coup, si vous faites partie des bons clients, et j'insiste, des bons clients, pas des bons prospects, vous devez être client. C'est impératif, nous sommes en 2025, donc il faut être multibancarisé et jouer le jeu dans toutes les banques. Je ne vais pas revenir là-dessus sur cette vidéo, mais en tout cas, vous l'aurez compris, c'est important de faire partie des bons clients. Voilà. J'espère que vous avez appris pas mal de choses avec cette vidéo, notamment sur la façon dont la banque va analyser votre dossier, les documents à fournir. On rentrera encore plus dans le détail dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions par rapport à cette analyse. Si vous aussi, vous souhaitez qu'on analyse votre dossier, sachez qu'aujourd'hui, j'accompagne les gens sur la partie investissement immobilier et la partie financement. Donc, on pourra regarder votre dossier ensemble. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous juste en dessous de cette vidéo, vous avez le lien. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez-la, abonnez-vous et je vous dis à très vite. Ciao.